Elle est la nouvelle chef de la diplomatie malienne. À 35 ans, Kamisa Camara a la redoutable tâche de conduire la politique étrangère d'un pays en crise. Elle a cumulé les expériences, politologue, directrice Afrique dans plusieurs organismes américains, fondatrice du Forum stratégique pour le Sahel. La voici maintenant ministre des Affaires étrangères du Mali, l'une des plus jeunes du continent. Bonsoir Kamisa Camara, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors on vous présente souvent comme le nouveau souffle de la diplomatie malienne. C'est un statut que vous assumez ? Alors c'est un statut que j'ai la lourde tâche d'assumer, je précise cela. La tâche du ministre des Affaires étrangères et d'ailleurs de son ministère, c'est bien sûr de défendre les intérêts du pays et de ses citoyens à l'étranger. Et j'ai la tâche, la belle tâche, de remplir, donc de défendre les intérêts du Mali et des Maliens à l'étranger. Pourquoi on parle de nouveau souffle ? Je suis jeune, je suis une femme issue de la diaspora, je suis une femme, oui, en effet, donc c'est tout nouveau. Vous n'avez pas peur d'être un faire-valoir avec cette étiquette de jeune ? Non, je pense que j'ai des compétences à faire valoir justement pour le bénéfice du Mali et du gouvernement. Alors vous êtes la 4e ministre des Affaires étrangères du président Ibeka en 5 ans. Comment vous comptez marquer la rupture avec vos prédécesseurs ? Alors, il ne s'agit pas de marquer la rupture avec mes prédécesseurs. Mes prédécesseurs ont eu des succès. Je citerai notamment la coordination de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Maintenant, ce dossier est confié à un autre ministère, mais le ministère des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères est toujours le porte-voix du Mali à l'étranger. Et c'est cette tâche que je compte mener. Donc vous êtes donc dans la continuité de vos prédécesseurs ? Je suis non seulement dans la continuité de mes prédécesseurs, mais lorsque le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a présenté la lettre de mission au Premier ministre du gouvernement, il a fait une mention spéciale à la diplomatie et à l'outil diplomatique qui a d'ailleurs besoin d'être mis à jour, d'être réadapté en fonction de nos intérêts stratégiques à travers le monde. Encore une fois, la diaspora est un des piliers d'ailleurs de cette nouvelle diplomatie. Puisque j'en suis issue, je suis peut-être la meilleure personne pour le faire. Et qu'est-ce qui va changer avec vous dans la diplomatie malienne? Alors, c'est une question à laquelle je me préparais. La question n'est pas de savoir qu'est-ce qui va changer, mais de ce que le nouveau Mali va pouvoir faire. Vous savez, le Mali a traversé des crises depuis 2013, depuis 2012 d'ailleurs. Je dirais, nous avons été soutenus par des partenaires à l'étranger, mais le Mali a également des choses à offrir. Nous avons des succès que nous rencontrons. Nous avons une croissance économique de près de 6%. Nous sommes le premier producteur de coton. Nous sommes le 3e producteur d'or sur le continent africain. Nous avons des choses à offrir et le pays est prêt aux investissements. Et c'est le message que j'aimerais faire passer à nos partenaires. Message entendu. On va parler maintenant des gros dossiers. D'abord le G5 Sahel, toujours en quête de financement. Ça fait plus d'1 an que ça dure. Qu'est-ce que ça dit, cette difficulté à le financer alors que l'urgence est là ? Alors l'urgence, elle est sur plusieurs fronts. Donc effectivement, la force conjointe du G5 Sahel, qui est vraiment la pièce maîtresse du G5 Sahel, peine à récolter des fonds pour pouvoir être opérationnelle. Nous avons besoin de 423 millions en ce moment. Nous ne sommes qu'à quelques pourcents de ce financement-là. Il s'agit, je pense, de sensibiliser nos partenaires internationaux et de leur faire comprendre que la force conjointe du G5 Sahel et le G5 Sahel en lui-même a été créé justement pour que les pays de la région du Sahel puissent s'approprier leur sécurité. Et sur le long terme, cet outil pourra nous être bénéfique et donc permettra aux partenaires internationaux qui n'ont pas vocation à rester de partir lorsque nous serons prêts pour cela. Mais pourquoi les 5 pays de la sous-région ne prennent pas le taureau par les cornes et financent eux-mêmes ce G5 Sahel? Ils seront les premiers bénéficiaires. C'est une très bonne question. Nous avons tous des tensions de trésorerie. Il ne s'agit pas simplement de financement, mais également de soutien à la formation des forces du G5 Sahel. Vous n'êtes pas sans savoir que les forces du G5 Sahel sont les forces en fait nationales qui doivent communiquer, qui doivent ensemble établir leur stratégie de mise en œuvre. Donc il s'agit plus que de financement. Alors sur le plan sécuritaire au Mali, on n'arrête pas ces derniers mois de relater des violences entre les communautés, notamment dans le centre. D'abord, peut-on parler d'une ethnicisation du conflit ?
dans le centre du Mali? Alors, je dirais que l'ethnicisation, c'est peut-être la partie visible de ce conflit-là. Le Mali connaît des conflits superposés ou des défis superposés. Au sujet du centre du Mali, il ne s'agit pas, selon moi, d'une ethnicisation, mais d'un sujet structurel qui prend maintenant des proportions énormes en raison des défis sécuritaires et de la fragilité au niveau de la sécurité qui donc descend du nord vers le centre. Pourquoi les communautés s'entretuent alors? Alors, il ne s'agit pas de communautés. Si vous voyez bien, il s'agit surtout de pastoralistes qui sont en quête de terre pour leurs bêtes. Et nous avons donc des tensions, surtout sur la gestion des ressources naturelles dans cette zone-là. Alors, autre signe inquiétant, nous avons appris aujourd'hui par nos confrères de la BBC que des milliers d'écoliers à seulement 140 km de Bamako ne peuvent plus aller à l'école à cause des djihadistes. Alors, cette menace terroriste qui se rapproche de la capitale, vous êtes d'accord pour dire que la situation... Elle est fragile. C'est une situation ça n'arrange pas, en fait, sécuritaire. C'est une situation qui est fragile, qui est précaire, mais nous avons des forces de sécurité et de défense qui sont en train de monter en puissance, puisqu'elles sont en train d'être formées. Depuis 2013, le Mali met en œuvre une réforme de son secteur de la sécurité, et je pense que nous serons en mesure d'enrayer cette situation. Et quel est votre objectif d'ici 5 ans en tant que ministre des Affaires étrangères sur la question de la sécurité? Alors, Un objectif. Un objectif d'ici 5 ans. Alors, rappelez que la question de la sécurité doit être une question dont le Mali doit s'approprier. C'est un objectif, ça, pour vous? C'est un objectif. Concret? Un objectif concret, alors? C'est un objectif concret de savoir que le Mali pourra prendre en charge sa sécurité dans les prochaines 5 années et qu'elle n'aura peut-être... Donc plus besoin de la MINUSMA, par exemple? Alors, la MINUSMA n'a pas vocation à rester. Par contre, le Mali restera toujours le Mali et ses forces de défense et de sécurité qui ont pour mission de défendre le pays et de défendre ses frontières devraient être en mesure de le faire sans assistance internationale. Autre dossier, un récent rapport de l'ONU a mis aussi en lumière le double jeu des groupes armés qui ont pourtant signé l'accord de paix d'Alger, actes terroristes, crimes mafieux. Des responsables sont même cités. Qu'est-ce que le gouvernement a entrepris sur ce dossier? Alors, nous avons un régime de sanctions que nous avons mis en œuvre en partenariat avec les Nations Unies. Ce régime de sanctions poursuit les signataires de l'accord qui ne seraient pas de très bonne foi ou qui empêcherait la mise en œuvre de l'accord. Et donc, nous restons dans le cadre de ce régime de sanctions pour poursuivre ces signataires de l'accord qui n'auraient pas l'accord comme intérêt principal. Ça veut dire que certains responsables ont été poursuivis? C'est ce que vous dites? Pas pour le moment, mais ce régime de sanctions est appliqué. Alors aujourd'hui, l'accord de paix d'Alger n'est pas totalement appliqué. Est-ce que cet accord n'est pas obsolète par rapport à l'évolution de la situation? Alors, l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger est un processus. Il ne s'agit pas d'un accord qui était censé être mis en œuvre en l'espace de quelques mois. C'est un processus. Il y a un niveau de confiance qui devait être établi entre les différentes parties signataires. De 2015 à aujourd'hui, je peux dire que quand même, nous avons évolué sur des pans importants de l'accord, notamment une confiance qui règne maintenant entre les parties signataires et le gouvernement qui parlent d'une seule et même voix. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons réussi à organiser des élections présidentielles à Kidal, qui était vraiment un bastion, entre guillemets, rebelle. Et hier, d'ailleurs, nous avons commencé le processus de DDR accéléré dans les régions de Gao, Menaka et Tombouctou. Je pense que ce sont des avancées notables. Une dernière question, rien à voir, sur la francophonie. Louise Mushikiwabo a été élue à la tête de l'OIF. Le Mali aurait soutenu la candidature de Michaël Jean. Est-ce vrai? Alors, le Mali s'aligne par solidarité aux décisions de l'Union africaine qui a décidé de soutenir la candidature de Louise Mushikiwabo. Au départ, vous souteniez Michaël Jean, non? Je n'ai jamais soutenu Michaël Jean, je parle au nom de la République du Mali qui s'aligne aux décisions de l'Union africaine. Et qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, Louise Mushikiwabo, pour finir? C'est une Africaine, c'est une femme, elle a une carrière brillante, elle a été ministre des Affaires étrangères pendant 10 ans. Elle est la personne qui pourrait, en tout cas, faire rayonner la francophonie au niveau de l'Afrique. C'est un modèle pour vous? C'est une femme exemplaire. Merci beaucoup, Kamisa Camara, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde. Merci à vous.